Alors voilà, on est revenu dans le quartier des Tilleuls, au Blanc-Ménil, dans le 9-3, dans le 93, dans ce genre de quartier qu'on appelle quartier sensible, pour pas dire quartier dangereux. Et au début mai, on avait présenté un reportage tout à fait sensationnel, tout à fait incroyable, parce que dans un tel quartier, eh bien, on n'avait pas trouvé de dealers, on n'avait pas trouvé de barbus, ni de voiles, même pas de violence policière, mais tout simplement des gens comme ils sont, comme ils font, comme ils peuvent. Et là, c'était quand même pas mal de solidarité malgré la galère. Et ce reportage, ça leur a plu. Ils étaient contents de se voir comme ça. Du coup, on est revenu chez eux, chez elles plutôt, vous allez voir. Puis elles ont préparé un petit goûter. Puis on s'est montré le reportage tout en bavardant. Et puis voilà, une autre façon de montrer ce quartier, le quartier des Tilleuls au Blanc-Ménil, mais ce genre de quartier aussi. Et puis il y a eu un très très grand événement. Alors là, vous allez voir ce qui s'est passé. Voilà que l'enfant du pays, l'enfant du quartier, la grande star est revenu pour tourner un clip. Voilà. Donc ça a brûlé tout le rideau, ça nous a éclaté la vitre derrière, donc on n'a plus de vitre. Et qui a fait ça? Je ne sais pas. Oh là, vous avez une idée? Franchement, je ne sais pas du tout. Parce que moi, quand je suis venue, j'ai trouvé que les roues. Que les roues de? Que les roues de la poubelle. Mais c'est fréquent ce genre de truc? Oui, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. Il y a une enquête qui est en cours? Je ne sais pas. On a été porté plainte, justement, parce qu'on était obligés avec les assurances. Et on attend toujours. Mais qui vous en veut? C'est contre vous quand même? Je pense, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à une question aussi directe. Mais franchement, on ne sait pas. On sait que ce n'est pas les jeunes de la cité parce que c'est la famille. On ne fait jamais du mal à sa famille. Qu'est-ce que vous faites dans ce local? Expliquez-moi. Alors, c'est un petit café associatif. On reçoit toutes les associations, les mamans du quartier qui viennent ici prendre un petit café, un petit thé. On fait des repas, on fait des ateliers cuisine, des ateliers couture. Moi, on m'a accueilli pendant le confinement parce que j'ai une association où je fais des colis alimentaires. Comme j'étais sur le trottoir à distribuer mes colis, donc ils m'ont proposé de les recueillir ici, de les distribuer moi-même chez les particuliers, dans les hôtels sociaux. Et hôtels sociaux? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels sociaux à Blanc-Ménil. C'est quoi les hôtels sociaux? C'est des hôtels qui regroupent tous les gens sans papier, voilà, avec des familles. Et qu'est-ce que vous avez comme financement de votre association? La mairie vous aide? Non, pour le moment, non. J'ai pas encore fait de demande de subvention vu qu'il y avait le confinement. Donc les seuls dons que j'ai eu, moi, c'est les gens du quartier. Et du Tilia aussi, parce qu'ils avaient aussi des dons. C'est-à-dire que tout ce que vous nous racontez là, c'est de la solidarité de quartier, quoi. De quartier. C'est quand même incroyable que cette solidarité-là soit pas organisée par, je sais pas, moi, la mairie, le département, la force publique, quoi. Oui, normalement, oui, mais de toute façon, ils nous ont vus dans les quartiers, ils ont vu comment on se démenait, mais personne n'a réagi. Ouais. Courage, fuyons. Oui, c'est ça. Voilà. Le Tilia, c'est un lieu qu'on a monté avec des habitants du quartier, un ensemble de partenaires, il y a plus de 10 ans, pour répondre à une première question qui était posée par les habitants, c'est la désertification du centre commercial. Dans la mesure où il n'y a plus de commerçants, il ne se passait plus rien, et que le lieu était abandonné. Et pourquoi c'est... Ah, vous avez redonné de la vie au... Oui. Notre objectif, c'est que du coup les adultes n'y faisaient quasiment plus, qu'il y avait un problème d'insécurité qui montait, que du coup, après c'est ce qui se passe dans les espaces vides. Vous avez les jeunes qui vont venir, qui vont prendre l'espace, et puis du coup il n'y a plus de règles parce qu'il n'y a plus personne qui se côtoie, et que du coup on a traversé une période compliquée. Et une des réponses qu'on a en tout cas tenté d'apporter, mais qui a porté ses fruits aujourd'hui, on le voit, c'était de dire comment on réinvestit l'espace avec des adultes dans le quartier. Du coup, si c'est pas un commerce, ce soit un lieu social. Ça commence par les commerces, il y a quand même... En principe, oui. Mais comme il n'y en avait plus, du coup, on a décidé, nous, d'investir autrement le quartier. En créant un lieu de sociabilité. D'accord, je comprends. Mais est-ce que ça veut dire que les commerces sont revenus? Non, pas vraiment. Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé la donne.
Mais comme on partait du principe que les commerces ne venaient plus, malgré plein de propositions qui étaient faites, mais après les propositions, c'est parce qu'à côté, on a des grands centres commerciaux qui ont émergé. Il y a aussi ça. Voilà, donc du coup, le petit commerce, il ne peut pas y arriver parce que la question des revenus des habitants fait que c'est un peu le principe des centres-villes, quoi. Exactement. Quand on a eu les locales, et c'était local qui était abîmé, on a demandé notre député, il nous donnait fonds de député 10 000 € pour faire les taraos. Ouais, et alors, ça a marché? Et on est là, si on est là, ça veut dire qu'il nous donnait 10 000 €. 10 000. 10. Et il donne 10 toujours chaque année? Non, il donnait 2 000 € chaque année. Ah ouais. Pour censer les palais. Ça commence avec 10 000 et après c'est 2 000. Mais c'est fonds de député, c'est un député. C'est parce qu'il y a eu un changement de couleur politique. Oui. Parce qu'avant, il y avait les communistes qui sont les municipalités qui sont donné les moyens, les habitats, qui peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est financé par la ville là-bas. Donc ils nous donnaient les choses, on participait, les bénévolats et les gens, ils faisaient les choses, mais c'est la ville qui finançait. D'accord. On a fait le procès avec les préfectures, c'est eux qui payaient les 2 salariés. Mais tous les restes des personnes, c'est bénévolat. Et vous êtes bénévole ici? Je suis salarié, mais je suis fondateur de l'association. D'accord, super. Voilà. Alors là, on est le vendredi 8 mai, alors c'est fête nationale. Hein. Et nous, le 8 mai, on le passe dans un quartier populaire, les Tilleuls, au Blanc-Ménil, dans le fameux 93, la Seine-Saint-Denis. Et on est à quelques jours, vous savez, du déconfinement, c'est le lundi 11 mai, donc il faudrait que le monde son masque. Alors pour ceux qui ont les moyens, ils auront leur masque acheté, mais le problème c'est que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'acheter ces fameux masques. Alors on est là pour en parler ici dans ce quartier avec Anaïs, notamment. Anaïs qui est présidente d'une association, d'un café social qui s'appelle Tilia. Le café associatif des Tilleuls, et notre lieu s'appelle le Tilia. Alors si je comprends bien, Brigitte Zora, c'est-à-dire que si vous ne faisiez pas des masques, il y en a plein ici dans le quartier, dans la cité qu'on n'aurait pas, quoi. On est à 700 masques qu'on fait. On a une commande, on en a fait 700. 700 depuis quand? Depuis le début? Oui, depuis le début. Et ça fait combien? Ça fait un mois que vous en faites? À peu près. Oui. Hein? 700 masques en un mois. Ouais, et j'en fais le soir chez moi aussi des masques. J'emmène et je fais des masques chez moi pour ramener ici pour aider les gens. Voilà. Et vous avez arrêté les masques? Oui, pour le moment, on a... Non, ça continue. Hein. On a moins de commandes, mais on continue. Hein. D'accord, d'accord. Donc déjà, par rapport à ça, on fait aussi l'écologie, puisqu'on aide au gaspillage alimentaire. Mais là, avec cette crise-là, on a eu quand même une recrudescence. Juste là, aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, je gagne 2 000 € par mois. Je gagne bien ma vie, mais là, ça fait 3 mois que je travaille plus. Ça fait 3 mois, j'ai plus de rentrée d'argent, j'ai plus rien. Elle m'a dit, à la base, elle m'a dit, j'ai honte de même venir vous voir. J'ai jamais fait ça. À la base, moi, je suis une personne qui aide les associations, qui fait des dons, mais là, je sais plus vers qui me tourner. Et donc, c'est grâce à ces gens-là qui ont une véritable responsabilité civique, politique, d'engagement, solidaire, qui se mettent debout malgré le danger, parce qu'on est tous dans le même problème que tout le monde, quoi. Le virus, on peut le choper nous aussi. Hein. Et on se dit, on y va, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, la capacité de le faire. Bravo, hein. Merci à toutes. Hein. Merci. Bravo. C'est important effectivement d'avoir accès du coup à tout ce qui est produit de première nécessité pour se nourrir, il n'y a pas de problème, sur les masques, la protection, tout ça. Mais il y a autre chose qui est fondamentale, qui existe quasiment plus, en tout cas ici sur ce territoire. Je veux dire, les deux seuls qui maintiennent ça, c'est Speranza et le Tilia. C'est des espaces de rencontre pour permettre aux habitants d'avoir un endroit où on peut rencontrer des gens, où on peut discuter, où on peut se poser, où on peut, y compris livrer ses problèmes, mais pas que, et où on peut, petit à petit, s'apercevoir qu'on est plusieurs à partager le même problème, et à partir de là, peut naître, dans la discussion, ce qu'on a commencé à faire ensemble, un début d'organisation collective pour dire, bon, comment on fait? Comment on fait pour appréhender ce problème et trouver des réponses, une démarche, une organisation qui nous permet d'y répondre ou de le dépasser? Moi, je remercie mes fils. Quand ils ont fondé l'association Perenza, c'est pour faire le terrain de basket pour leurs petits frères qui blessaient chaque fois quand ils suivent. Ah, ils ont créé un terrain de basket.
Ils ont commencé par acheter un camion de sable pour mettre le terrain de basket pour ses petits frères qui tombaient, qui blessaient. C'est fier de vous. Continuez d'être comme ça. C'est fier. C'est génial ce qu'elle raconte. C'est un camion de sable. Oui, pour pas qu'ils se blessent sur le béton. Pour pas qu'ils se blessent sur le béton. Déjà, on est largement frappé par la crise de l'emploi dans nos quartiers. Les taux de chômage, ils sont alarmants et c'est pas facile pour les gens. Et quand ça s'est additionné, tout ça, ces problèmes-là, ils se sont accumulés pour les gens. Et on a des gens qui avaient pas besoin forcément de cette solidarité, hein, il le dit. Hein. Il y a des gens qui aidaient même auparavant et qui sont tombés dans ça. Et qui avaient cette crainte et qui avaient plus cette possibilité de s'en sortir. Et maintenant ? Maintenant, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, on est là, réunis, on n'a pas tous nos masques et on a l'impression, on a le sentiment que c'est derrière nous. Hein. Et il n'y en a plus de masques là, hein. C'est fini. Il y a des spécialistes quand même qui disent que la crise, elle est derrière nous, c'est une bonne chose et c'est tant mieux. Mais peut-être que la crise qui est devant nous, celle qu'on voit pas forcément, la crise économique, la crise du travail et celle qui va... Ouais, il y a une crise écologique qui est réelle. Je pense qu'elle aura un impact beaucoup plus dur et malheureusement, voilà, il va falloir que d'une certaine façon, les municipalités, parce qu'on en parlait aussi, elles prennent à bras-le-corps ces problèmes-là. Des gens qui sont les habitants de ces quartiers-là, il faudra d'une façon ou d'une autre les aider et je pense qu'il faudra... quitte à les forcer à frapper à la porte, à refrapper à la porte, il faudra être insistant et peut-être beaucoup plus que ça. Dis-moi, j'ai une question à te poser qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait là. Il y a une grande manif pour Adama, sur le racisme, etc. Alors, votre sentiment, le tien et celui des autres qui sont là, sur cette manif, sur cette lutte contre le racisme, sur le comité Adama, etc. Alors moi, c'est particulier parce que moi, je viens d'une histoire, mon histoire d'engagement, c'est le mouvement de l'immigration et des banlieues. Ouais, donc clairement, c'est le MIB, et clairement, le MIB s'est positionné, un des premiers, s'est positionné sur la question des violences policières. Donc aujourd'hui, c'est pas une marche antiraciste, parce que c'est aussi comme ça qu'on l'a nommé. Non, c'est violence policière. Hein. La question. Quelle est la différence ? Pourquoi tu fais une différence entre les deux ? Moi, je fais une différence parce que la question de l'antiracisme, c'est on veut lutter contre le racisme et tout ça parce qu'il y aurait des gens, voilà, et c'est mal, c'est moral. En fait, le comité Adama, c'est pas ça. Et tous les comités vérité justice qui se sont créés, c'est pas ça. Parler des violences policières, c'est poser la question d'un état de fait. Il y a une forme d'intervention de la police dans les quartiers, parce qu'au départ c'était dans les quartiers, après ça a touché les gilets jaunes, c'est là où ça a explosé. Mais c'est d'abord dans les quartiers depuis toujours. Il y a une forme d'organisation de la police, que la forme d'organisation de la police n'est pas que la question de la police, c'est la question du pouvoir politique. Et c'est la question du pouvoir politique, comment définit-il les missions de la police et du coup, quels sont les moyens que cet État lui donne, le dote, pour pouvoir agir. Et donc, la question de la police, c'est agir sur les territoires, les quartiers, pour faire en sorte que les gens des quartiers ne bougent pas de là où ils sont, pour les réprimer, pour éviter qu'il y ait une organisation de mobilisation. Nous, cette répression-là, on l'a subie, ça fait plus de 30 ans. Et quand ça a explosé, il y a différents types d'organisations. La première qui s'est créée donc avec ceux, moi, que j'ai rencontrés un jour dans ma vie, c'est avec eux que j'ai toujours milité. C'est les seuls, moi, que je reconnais véritablement comme étant des acteurs, des vrais acteurs aux côtés des habitants des quartiers. C'est historiquement le MIB. Ils ont d'abord créé le comité national contre la double peine. Je dis ça parce que ça me permet de rendre hommage dans le même temps à une des figures emblématiques du comité national contre la double peine, Fatia Damish, qui était une habitante de ce quartier. Une grande figure. Voilà, je le dis parce que, comme je le disais, comme l'a un peu dit Sofiane tout à l'heure, ici, c'est aussi un quartier qui a vu grandir des grandes figures de la lutte dans tous les domaines. Et c'est vrai que j'avais un parcours de femme seule, un parcours de femme de détenue à faire longtemps, pendant près de 4 ans. Ça a été un dur apprentissage. Mais quelle belle leçon au bout de ces 4 années de pouvoir, au moment de la libération de mon mari, de dire je le jure qu'il partira pas. Trop habitué du fait qu'on avait l'habitude, à chaque fois qu'il allait sortir de prison, qu'on me le prenne, qu'on me le mette dans un avion, qu'on me le mette dans un bateau, qu'on me le scotche, qu'on me le menotte, qu'on me le fasse taire, qu'on me fasse taire, moi, sa femme. J'avais trop l'habitude de ça. Et pour une fois, pour une seule fois, je me disais, ça n'arrivera pas. Je dis non à la Hagra. Nous sommes dans la Hagra. Nous la vivons. Non à la Hagra. Et qui sème la Hagra? Récolte du fada. Qui sème la Hagra? Récolte du fada. Qui sème la Hagra? Récolte
Donc en fait, la résistance, on sait ce que ça veut dire. Quand ça a cramé partout en 2005, ici, voilà, tous les habitants sont, voilà, cet été-là, enfin voilà, on était nombreux à Arlette, tout ça. On s'est mis debout et on a dit, ça se passera pas comme ça. Nous, on a du coup investi le quartier, on a organisé des assemblées populaires, ça a donné lieu à notre propre journal, ça a donné lieu à des documentaires parce que partout, l'État, le pouvoir politique, était en train de dire encore une fois, ce qui se passe, c'est dans un premier temps les histoires de polygamie, dans un deuxième temps les histoires d'étrangers, dans un troisième temps les parents qui tiennent pas leurs mots. Non mais le voile. Voilà, donc tout ça, au bout d'un moment, c'est fatigant. Alors c'est vrai, nous on a guéri, on a l'habitude, mais on en a marre, on aimerait que ça change pour de vrai. Sofiane, je suis l'un des 3 fondateurs de l'association Speranza. Speranza, ça veut dire pourquoi italien, et c'est l'espoir. Mais comment ça s'appelle, des fans de western spaghetti, quoi, on kiffe ça. Ah. Voilà, Satenza, toute la bande. On se dit c'est vrai qu'il faut de l'argent, avec de l'argent ça serait beaucoup plus facile. On a des associations qui ont des subventions de 300 000, 400 000 euros à l'année, ils font rien, ils font que dalle. Leur rideau il est que fermé. Nous on est ouvert 6 jours sur 7, on sustente entre 300 et 500 familles par semaine, on fait des opérations à l'année, voilà, mais avec rien. Et c'est vrai. Mais c'est avec quand on dit le rien, les gens disent non mais c'est pas possible, mais comment vous faites On s'est démerdé, la débrouillardise. Quel joueur formidable, hein. T'as gagné? C'est un chauffeur Faron avec nous. Il va avec notre chauffeur qui s'appelle Kader. Il est là, le chauffeur Kader. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ouais. Bah, Kader qui Alors, toi, t'es un livreur, chauffeur-livreur. C'est ça, je suis le chauffeur de Speranza. Et c'est un plein temps, ça? C'est un boulot? C'est à plein temps, oui, c'est à plein temps. C'est du matin jusqu'à, on va dire, jusqu'à 16h. Où est-ce que tu vas chercher des trucs? Partout? J'ai 3 ramasses, une à Rueil-Malmaison, une à Nanterre, une à Gare au Nord et une à Intermarché Aulnay. Le Valois-Perret aussi. Et le Valois-Perret, Porte d'Anière. Ils vous le filent, ça, c'est donné? Non, c'est pas fil, il n'est pas vraiment donné, il récupère. Des impôts, en fait. C'est déductible d'impôts. C'est déductible des impôts, en fait. Ça veut dire que eux, ce qu'ils nous donnent, c'est ils perdent rien. Nous, de notre côté, les adhérents, ils en profitent, et eux, de leur côté, ils sont déduits des impôts à la fin de l'année, en fait. Donc tout le monde est gagnant. C'est pas mal comme système. Ouais. Non, c'est pas que c'est pas mal comme système, c'est que c'était. Mais pourquoi on a mis autant de temps? Mais là, on a vu quoi pendant le confinement? Dans tous les quartiers, des files d'attente incroyables. Dans tous les quartiers, une organisation solidaire des jeunes. D'où la célèbre une de Paris Match, solidarité en bande organisée. C'est incroyable. C'est une punchline, c'est ça. C'est une punchline quand même. Mais moi franchement, ça m'a fait un peu mal. Parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit vraiment... En fait, ils n'ont pas dépassé ce clivage, on est en 2020... Ils sont encore dans l'indigénat parce que dire cette bande organisée quand même c'est péjoratif, c'est vraiment un terme de judiciaire quoi. Genre qu'on est des jeunes, on sait faire que le mal quoi. Donc tu fais une, mais abstiens-toi, dis pas ça, ne fais pas comme ça. Et maintenant ça déconfine, les gens viennent moins, Ah non, ça va pas bouger. On s'est amélioré dans nos denrées. Personne n'est venu, aucun politique, rien du tout pendant le confinement, zéro. Walou. Zéro pointé, rien du tout. Déjà pendant toute l'année, il n'y a personne. Ils viennent juste pendant les élections. C'est toujours la spéciale. Hein. Ça, on appelle ça la spéciale roulette à la Messi, enroulée en lucarne. Ils font toujours ça. Mais là, pendant le confinement, on n'a rien eu. Aucun appui, aucune personne qui est venue nous aider. Mais rien, zéro. Mais c'est quoi dans tout ça? C'est qu'on n'a pas été triste. Ça nous a rien fait. Ça nous a renforcé. Ça nous a rien fait. C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Ça nous a pas rendu dingue. On a senti qu'on était vraiment des personnes qui étaient au taquet pour la demande des gens qui sont vraiment dans le besoin. Ouais, Michel. C'est le rappeur qui est l'enfant du pays, l'enfant de Blainmesnil, qui a réussi dans la vie et qui revient ici faire son clip. Ça fait longtemps que je suis pas vu. Ah ouais, ça c'est mes fils. Ouais, ça c'est ma tata ça. J'adore voir cette jeunesse-là, voilà, qui avance, qui fait des choses, qui y arrive. C'est mes fils. C'est tes fils, vraiment? C'est mes fils de cœur. Les fils de cœur. Il est sénégalais, il est Paul comme moi, côté de son père. Il est même région que moi.
Donc c'est mon fils. Il y a la fierté, il n'y a pas seulement le Blanc-Ménil. Ah non, il y a tout, on est international nous. On est international. On est d'ici, de Blanc-Ménil, de la République, mais aussi d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est la fête. Ah, voilà, on tourne le clip là, c'est sérieux. La voiture. Ah, c'est trop drôle. Le clou du clip, c'est une vieille bagnole. Pas une vieille bagnole, une énorme bagnole américaine. C'est une voiture que j'ai achetée là, il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais. À la base, elle est bleue. C'est moi qui l'ai mis en noir mat. Je voulais qu'elle me ressemble. Moi, je suis très noir. Tu te vois noir mat, toi? Je suis noir mat. J'en ai deux. J'en ai comme ça et j'ai la même en blanc. Ah ouais? Quand tu fais du film avec des blancs? Avec tout... avec tout le monde. Il est où? Voilà, le drone est au-dessus de nous, là. Toc. C'est quoi les thèmes que tu abordes dans tes raps, dans tes moi, déjà, on m'a connu par rapport à la prison. C'est mon histoire de ma musique, à part d'une dédicace. Quand j'étais en prison, il y a 3-4 ans, il y a un ami, Sofiane, qui est super connu, Fianso, du nom de Fianso dans le rap, qui m'a fait une dédicace et qui pensait à moi pendant que j'étais en Martinique. J'étais loin d'ici et c'est parti de là vraiment le bail. Maintenant, dans Libéré Bahao, j'ai des thèmes sur le Sénégal, parce que j'ai vécu au Sénégal un peu. J'ai vu d'autres misères d'autres mondes, on va dire. J'ai vécu aussi en Thaïlande, au Brésil. Donc je suis resté des années, par exemple en Thaïlande, j'avais un restaurant. Ah ouais? Donc je raconte plein de sujets qui... Tout est relié à ma vie. Et là tu reviens au village. Au village, hein, c'est comme ici, c'est le village. Blanc-Ménil, Tilleul, c'est un village. Oui, c'est ça. Oui, on appelle ça comme vous voulez, mais c'est un village. Chuck, Fianso. Chuck, j'ai teasé toute la barre, je sais pas si je tiens debout. Je vais lui remplir tout son ventre pour sentir bien le pouls. La go va pleine de barrao et les mains pleines de boue. Renaud bat tout beurré, ramène mes hindous. Big trône barrao, gang of barrao. Jumeau, ville pâté tout fou rimero barrao. 9-3, je donne le top des paranovies. Stop tes paranobiles, pop les barres à mobile. L'actrice défonce la porte, c'est pour de la barrao. Je suis dans l'avion sous escorte des gendarmes. On me reproche plus de 21 000 grammes. Ce soir c'est sûr, je dors à Guantanamo barrao. Ouais c'est moi barrao, les poulards m'appellent KO. On a bicrave des kills de barrao. Pas besoin de trop parler, vas-y pas chez moi. Salaté à la baie, ouais c'est chez moi. Wesh, barrao, bicrave la barrao. Fournis la barrao, donc quand c'est barrao. Va chercher barrao, ramène le barrao. Je présente barrao, barrao. Ils vont libérer barrao. Wesh, barrao. Ils vont libérer barrao. Wesh, ils vont libérer barrao. Wesh, barrao. Ils vont libérer barrao. Bouzou c'est barrao. Fianso, Bouzou c'est barrao. Fianso, Bouzou c'est barrao. Fianso, Bouzou c'est barrao. Ils vont libérer barrao.